Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire. On va attendre juste 2-3 minutes, les 2-3 minutes habituelles pour laisser aux retardataires le temps de se connecter tranquillement. Et puis après, on va démarrer. Donc pendant ce temps, effectivement, donc sur la plateforme de chat, j'en profite, en bas à droite, il y a un chat que certains ont déjà trouvé. Vous pourrez le fermer si jamais il y a besoin, parce que on va faire un peu de partage d'écran. Si c'est flou ou pas assez gros, vous pouvez le fermer temporairement et le rouvrir après. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions dedans. Moi, je vais faire le modérateur, c'est-à-dire prendre les questions et puis les poser à Vincent. Voilà. Pour ceux qui vont me poser la question, je sais que ça va arriver. Oui, la session est enregistrée et oui, un replay sera disponible. Et puis on va démarrer en se présentant déjà, ça va faire venir les gens qui ne sont pas encore là. C'est parti, allez, je commence. Donc Nicolas Cholet, moi je suis le fondateur de Nest, une société de conseil en data marketing que je vais vous présenter rapidement après. Et je suis accompagné de Vincent Lahaye. Je laisse te présenter, Vincent. Vincent Lahaye, je suis responsable tracking et analytics au sein de Nest. Je suis arrivé il y a un mois chez Nest et je vais développer toute l'offre autour de Piano Analytics, donc de la collecte jusqu'au traitement de la donnée. On avance sur les présentations. Ça fait venir les gens. On continue, Nicolas? Vas-y, bien sûr. Ok. Alors après une longue période de ma vie en tant que SEO, je me suis reconcentré plutôt sur l'analytics parce que ce qui me plaisait, c'était surtout regarder les chiffres, les résultats de mes actions. Donc c'est pour ça que j'ai eu une approche aussi pas mal marketing dans l'analyse de données. J'étais responsable tracking au sein d'un journal de PQR qui s'appelle Ouest France, qui est le premier journal le plus vendu en France en termes de papier, qui est aussi dans les plus gros sites visités de France. On avait un site global avec plusieurs mini-sites et plusieurs verticales. Il y avait de l'e-commerce, il y avait de l'abonnement, il y avait beaucoup de choses. Et on a utilisé Piano lorsqu'il y a eu les bandeaux CNIL. Donc, on a fait une migration de GA à Piano. Et c'est là où j'ai pu tester Piano et vraiment rentrer dans le nouveau Piano Analytics. Donc, parce qu'il y avait un avant et un après. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, je suis vraiment spécialisé dans cet outil et que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, le but, c'est que je vous fasse partager un petit peu pourquoi j'apprécie cet outil et qu'est-ce qu'il peut apporter de plus aux solutions analytics que vous connaissez déjà peut-être. Et pour ceux qui ont déjà Piano Analytics, vous montrer 2-3 manières de l'utiliser en espérant que vous apprenez des choses. Tu veux que j'avance ou... Sur qui s'adresse au webinaire, donc comme je dis, c'est des personnes soit qui sont en plein choix. Si vous êtes sur Google Analytics, vous devez avoir le bandeau, le compte à rebours, les mails qui vous disent attention, ça va bientôt fermer. Donc bon, je pense que là, vous êtes déjà conscient que votre outil Analytics habituel va cesser de fonctionner. Donc vous avez sûrement fait déjà une migration, mais si vous êtes en cours de migration ou si vous avez utilisé un outil, que vous vous posez encore des questions, ce webinaire s'adresse à vous. Ce webinaire s'adresse aussi aux personnes qui connaissent déjà Piano Analytics. Surtout vers la fin, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur ce qui nous attend. Et surtout aux personnes qui connaissaient AT Internet ou Xiti, qui en gardent un mauvais souvenir. J'ai été parmi ceux-là qui ne s'y retrouvaient pas dans l'outil avec les jauges, avec un design un peu vieillot. Et c'est aussi pour leur dire attention, ça a changé, pour les faire revenir et les faire réessayer cet outil qui mérite le détour. Très bien. Et avant de démarrer, quand même, allez, la petite page de pub normale. Donc, simplement, NS, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une agence de conseil spécialisée en data. Donc, on va traiter des sujets de tracking, de data ingénierie, puis tout ce qui est exploitation de la donnée.
Et donc, on fait de l'audit, du conseil. Et puis aussi, on a des offres, on accompagne un certain nombre de clients en régie. Et en gros, quel type de sujet on va traiter? On va traiter toute la partie collecte, donc le tracking, qui est notre sujet aujourd'hui. Ensuite, on a une grosse partie autour de la data ingénierie, c'est-à-dire à partir des sources de données qui vont être le Web Analytics, les régies publicitaires et puis toutes les données internes, CRM, vente, etc. On va aller construire des data warehouses dans lesquels on met toutes les données. Et après, par-dessus ça, on construit pour nos clients des environnements de data vis, donc des tableaux de bord, etc. Et puis, on va avoir tout un tas de sujets de ce qu'on va appeler de reverse ETL, c'est-à-dire on va repousser les données vers les plateformes médias, vers les outils de marketing automation. La société aujourd'hui, on est 25 personnes, avec dans chaque verticale vraiment des experts de très haut niveau, comme Vincent par exemple. Et on va sur le sujet tracking, dashboard, data ingénierie, etc. Et puis, la slide classique avec les logos également, on travaille à la fois avec des grands comptes, des sites e-commerce, aussi des comptes plutôt, des PME aussi, ou des entreprises un petit peu plus petites, des médias, qui est une partie qu'on aimerait bien développer parce que Vincent connaît très très bien ce sujet-là, et aussi avec des agences médias justement, des agences d'acquisition. Mince, on a perdu Vincent. J'espère qu'il va revenir, parce que c'est lui qui fait la démo. Et des agences médias aussi d'acquisition avec qui on est en co-traitance ou en sous-traitance sur les parties data. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter? En intro, on va quand même faire une petite intro sur le benchmark, on va faire vite parce que sinon ça va faire un gros débat, mais pourquoi finalement on regarde aujourd'hui Piano Analytics plus que avant probablement. Et après, il y a la grosse partie, c'est présentation et démo de l'outil. Pourquoi? Parce que je constate que souvent les gens parlent d'outils en fait de manière assez théorique, basés sur des a priori ou des connaissances théoriques des sujets, mais finalement, je trouve que rien ne vaut le fait d'aller passer une demi-heure dans l'interface, à voir les rapports, à quoi ils ressemblent, comment on l'utilise et tout. Ça permet quand même de se rendre compte, je trouve, du niveau des outils. Alors là, je vais pas faire de polémique, c'est donc un exemple de matrice. Qu'est-ce qu'on constate, nous, sur le marché? C'est que aujourd'hui, les outils qui sont plus souvent regardés quand les gens se demandent ce qu'ils doivent choisir, ça va être Adobe, pour ceux qui aiment Adobe, GA4 Proxifié, on va dire, pour ceux qui veulent absolument rester chez Google. Et après, les alternatives qui sont beaucoup regardées, c'est quand même Matomo, Piwik Pro et Piano, c'est ce qu'on constate. Et après, en angle de lecture, je pense qu'il y a 3 gros angles qui sont le sujet de la collecte de données et notamment le sujet de l'exemption de consentement. C'est-à-dire, est-ce que je peux mesurer toute l'audience ou pas, y compris des gens qui n'ont pas encore accepté mon bandeau cookie. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on va en reparler, mais pour le coup, Piwik et Piano se distinguent parce qu'ils ont vraiment la notion de tracking hybride, donc consenti, pas consenti, et donc j'ai toute l'audience. Après, on a un sujet d'utilisation de la donnée, c'est-à-dire que, par exemple, Matomo, c'est très bien pour la collecte, mais l'usage est quand même... l'outil est vieux, c'est dur d'exporter vos données, etc. Donc, c'est quand même largement inférieur à d'autres solutions. Et il se trouve que là-dessus, Piano est quand même assez supérieur à pas mal d'autres outils. Et puis après, il y a le sujet des coûts. Donc là, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans le sujet des coûts, on pourra en parler un peu à la fin, où GA4, historiquement, c'était gratuit. Donc, pour la plupart des gens, c'est gratuit. Simplement, si vous êtes en server-side, vous allez payer vos serveurs. Et puis après, Matomo, c'est quand même le moins cher. Et après, c'est des arbitrages entre les fonctionnalités et les coûts. Donc voilà, c'est juste un exemple de matrice, parce qu'évidemment, ça dépend un peu des problématiques de chacun. Mais bon, en général, du coup, on se retrouve avec la solution Piano qui est dans le scope parce que à la fois très puissante et à la fois cette possibilité de tracking hybride qui est intéressante. Donc, je vais reprendre la main. Merci, Nicolas. Donc, l'introduction à Piano Analytics, comme je vous disais, Piano Analytics, avant, c'était cette interface. Je vois dans le chat que certains ont la nostalgie de cette interface. Elle n'était pas très pratique, et surtout pour la partie collecte, en fait, où la partie collecte, il fallait déclarer ses dimensions, il fallait déclarer ses sources de marketing. Il y avait quand même un peu plus de choses à faire, et il fallait vraiment connaître l'outil sur le bout des doigts pour le faire avancer. Et aujourd'hui, on est sur un design beaucoup plus épuré. Alors, je vais faire une toute petite note, mais on est sur un design Piano Analytics. Certains connaissent le nom plutôt AT Internet.
AT Internet s'est fait racheter par une société qui s'appelle Piano, qui dispose d'une suite avec plusieurs choses. Il y a une DMP, il y a un outil qui s'appelle Composer qui va vous permettre de faire des pop-up, des paywalls, de vraiment personnaliser l'expérience utilisateur. Donc on n'en parlera pas dans ce webinaire, même si vous allez peut-être voir des logos dans l'interface, c'est vraiment d'autres outils. Mais par contre, l'orientation qu'ils ont prise, c'est d'avoir un seul et même design et d'aller utiliser les données d'analytics pour après faire de l'activation, donc les utiliser dans leur autre outil. C'est vraiment la direction qu'ils prennent. Et donc, vous avez peut-être connu AT Internet avec une interface bleue. Maintenant, tout est en blanc. Il n'y a pas de dark mode. C'est pas encore prévu. Je vous montrerai comment le demander. Et donc, on est sur un design beaucoup plus épuré maintenant. Donc, pourquoi la solution Piano Analytics? Donc, on l'a dit un petit peu. C'est une solution française. Le propriétaire, il est américain. Il faut savoir qu'il a relocalisé son quartier général aux Pays-Bas il y a quelques années pour des questions privacy, normalement, parce qu'il était aux États-Unis. Donc, la donnée, il y a encore 2-3 choses qui passent aux États-Unis, mais elle est quand même relocalisée aux Pays-Bas. C'est un bon mouvement qu'ils ont fait. Et la solution Analytics, elle est développée à Mérignac, dans la ville de Bordeaux, à côté de la ville de Bordeaux. Donc, c'est vraiment une solution française et voilà, c'est important de le souligner. L'exemption CNIL, il faut savoir qu'ils ont été parmi les premiers à l'obtenir. Si vous allez sur la page de la CNIL, vous verrez que la solution qu'ils appellent encore AT Internet, parce qu'à l'époque, on pouvait envoyer des dossiers, ça s'appelait encore comme ça, et dans la première. Et en fait, vous avez un mode d'emploi sur comment vous pouvez utiliser la solution de manière exemptée. Et là, avec AT Internet, on arrive au troisième point, c'est avec Piano, vous allez avoir le tracking hybride. C'est-à-dire que on va vous proposer une solution dans la collecte pour dire ce que vous allez envoyer aux personnes qui ont cliqué sur refuser le consentement ou continuer ou qui n'ont pas donné de consentement. Vous allez pouvoir envoyer une donnée un peu plus maigre, pas forcément, on ne pourra pas forcément détecter l'utilisateur, on ne pourra pas même, mais vous avez une liberté. C'est-à-dire que c'est le responsable de traitement avec le DPO, s'il y en a un, qui va décider quelle propriété sera du domaine de la vie privée, sera à ne pas envoyer. Donc, on peut nommer, par exemple, des identifiants utilisateurs, des identifiants de transactions qui permettent de recouper et de trouver très précisément une personne. Quand on a le consentement, là, la personne nous donne son feu vert. Quand on ne l'a pas, on va pouvoir juste masquer. Alors, c'est même plus masquer, c'est complètement supprimer de la collecte ces données. Et donc, dans l'interface, vous n'allez pas pouvoir les retrouver. Le tracking hybride, c'est quelque chose qui se demande à Piano. Et voilà, vous allez rentrer dans une procédure où vous allez échanger avec le support Piano pour activer ce tracking hybride. Ensuite, au niveau de l'Event-Based Analytics, ça c'est le nouveau modèle de données. Il faut savoir, depuis quelques années, on n'est pas seulement sur de la page vue, on est vraiment sur de l'interaction. Une page vue est une interaction parmi d'autres, et vous allez avoir des événements qui comportent des propriétés. Si vous venez de GA, vous aviez des pages, des dimensions secondaires, bon, bah là c'est beaucoup plus puissant. Le moteur de GA4 fait exactement pareil avec des événements et des propriétés, et ça permet vraiment d'avoir une interaction avec ses propres informations. Quand vous regardez une vidéo, bah, vous allez avoir un titre de vidéo. Le titre de vidéo, vous n'allez pas forcément l'avoir sur une page vue. Donc, ça va vraiment permettre, sur chaque événement, de bien pointer les informations connexes. Il faut savoir que l'outil, l'outil Piano, vous avez l'interface, mais vous avez toutes sortes d'outils avancés. Et l'équipe produit de Piano est assez active et sort régulièrement soit des nouveaux outils, soit des améliorations de l'outil. Vous allez avoir des outils de prédiction, vous allez avoir un moteur de segmentation qui est très puissant. Vous allez avoir ce qu'on appelle Data Query, qu'on regardera tout à l'heure, qui va vous permettre de creuser la donnée. Moi, je vulgarise ça des fois en disant c'est du SQL à la souris, parce que vous pouvez vraiment aller très vite, et vous pouvez tout exporter dans une API pour après retraiter la donnée. Et l'API est vraiment très puissante, elle répond bien, elle a un bon taux de service, une belle qualité de service.
Et vous pouvez aussi avoir une API temps réel. Ensuite, au niveau des exports, vous avez plusieurs niveaux d'export. Vous avez un export en standalone, vous avez des exports programmés, et vous pouvez aussi demander une ouverture avec ce qui s'appelle Dataflow sur la base Snowflake. Il faut savoir que Piano est sur une base Snowflake et vous pouvez avoir un accès à votre base Snowflake pour faire des traitements beaucoup plus avancés qui pourront ressembler à ce que vous pouvez faire sur GCP avec BigQuery. Et vous avez aussi Stream Inspector. Alors, ça ne va pas forcément parler aux équipes marketing, mais plutôt aux équipes techniques. Ça, c'est pas mal. Ça permet de voir en temps réel ce qui se passe au niveau de la collecte chez Piano Analytics. Alors, quand vous êtes sur un site, ça ne va pas forcément vous parler parce que vous pouvez voir tout ce qui se passe si vous avez un network ou si vous avez un debugger. Par contre, quand vous êtes sur une application mobile, parce qu'il faut savoir que Piano gère l'AMP et gère aussi les applications mobiles, donc aussi tout ce qui va être TV connecté, tout ça, vous allez pouvoir voir en direct ce qui arrive chez Piano. Et pour le debug, c'est vraiment un confort pour savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez un problème, vraiment ce qui arrive sur Piano. Et enfin, et il faut le souligner, ils ont un excellent support qui répond en plusieurs langues. Alors je sais qu'ils me disaient qu'ils avaient lancé le japonais dernièrement, mais ils répondent aussi en français, donc dans votre langue, à tout type de questions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une question sur l'interface, une question sur la collecte, et l'équipe support va vraiment se casser la tête pour vous trouver une réponse. Alors évidemment, si vous demandez quelque chose de commercial, il va plutôt vous orienter vers votre Customer Success Manager. Mais moi, j'ai toujours été ravi de collaborer avec le support, puisqu'ils s'investissent vraiment dans les questions. Juste quelques questions et je vais faire toute petite remarque. Il y a une question qui est, je ne suis pas certain de comprendre, est-ce que les données sont quand même envoyées aux États-Unis? Alors, oui. Moi, je parle avec Vincent. Là-dessus, en fait, le mieux, c'est de discuter avec Piano Analytics, qui vous expliquera ça bien mieux que moi. En fait, il y a deux niveaux au niveau des propriétaires américains. Les données, normalement, quand vous utilisez un outil Piano Analytics, les serveurs sont en Europe. Vous aurez des serveurs en Europe, donc les données ne sont pas envoyées aux États-Unis. Les personnes pointilleuses diront oui, mais si la société est basée aux États-Unis, il y a une loi qui dit que les États-Unis peuvent demander à n'importe quelle société d'avoir accès à tous leurs serveurs. C'est là où il y a une certaine nuance juridique, je n'entrerai pas forcément dans le détail parce qu'on pourrait y passer des plombs, mais où le fait que ce soit localisé aux Pays-Bas, normalement, vous êtes protégé de ça. Le mieux, c'est de demander à Piano Analytics, qui vous dira bien mieux que moi. Leur DPO s'appelle Louis-Marie Hérif, je lui passe le bonjour. Ils essayent vraiment de se protéger de tout ça. Donc, vous pouvez trouver des discours un peu dissonants sur Internet là-dessus. Le mieux, c'est vraiment d'aller à la source de données. Et Piano Analytics a produit des documents en interne qui ne publient pas pour expliquer tout ça. Ce que je peux dire, hein, c'est tous les DPO qui ont eu l'occasion de se positionner sur la question n'ont jamais trouvé à redire et ça n'a jamais été un point bloquant dans ce qu'on a pu voir. Et après, petite parenthèse quand même, juste pour dire, Vincent est enthousiaste, hein, il aime bien la solution et on la présente et il en parle très bien. Nous, on n'est pas des vendeurs de solutions, hein, nous on fait du conseil, on présente Piano comme on présente d'autres solutions aussi. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire sur Matomo, un autre sur GA4 et on en fera un sur Piwik. Donc, encore une fois, c'est juste pour compenser, pour dire on n'est pas là en train de vous faire la vente du truc. On présente la solution en montrant ce qu'on pense être hyper intéressant dedans. Mais voilà, on essaie d'être agnostique dans nos choix de conseils, quoi. Et question aussi, est-ce que Stream Inspector est pareil que Tag Inspector? Alors, Stream Inspector, non, c'est complémentaire à Tag Inspector. Tag Inspector, en fait, alors je vais montrer, parce que là j'en parle, non, c'est après. Stream Inspector, c'est vraiment côté serveur Piano, où vous allez voir ce qui arrive chez Piano. Tag Inspector, ça va plutôt être sur votre client, votre navigateur, où vous regardez ce qui part depuis votre navigateur. Donc, vous êtes à deux endroits différents. Vous avez un endroit où vous envoyez la donnée et un endroit où la donnée est reçue. Stream Inspector, ça va être là où la donnée est reçue et vous pouvez des fois avoir quelques différences entre les deux outils.
Juste pour finir sur le tracking hybride, hein, très concrètement, hein, ça veut dire que dans l'interface, vous avez une dimension qui vous permet de savoir, pour n'importe quelle visite ou événement, si vous étiez en opt-in ou en exempté. Et donc, non seulement vous avez toute l'audience, mais en plus, vous pouvez mesurer la part qui est exemptée ou pas. Et vous avez des propriétés différentes, des niveaux de détail différents. Ce que vous n'avez pas, par exemple, si vous prenez un consent mode de GA4, où vous avez une estimation. En fait, vous regardez quelque chose qui est un trafic estimé, mais vous ne savez pas quelle est la part estimée, en fait. Pour le coup, c'est quand même assez radicalement différent, je trouve, quoi. Et l'enjeu, il n'est pas négligeable, hein, c'est que si on regarde, donc là, c'est une étude qui a sorti d'Idomi hier, donc c'est tout frais, sur les taux d'opt-in qu'ils constatent sur le marché actuellement. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, donc, ils constatent un taux de consentement de 70%, c'est-à-dire des gens qui disent oui ou non, et 70% qui disent oui. Mais il faut rajouter à ça les gens qui n'interagissent pas du tout avec la bannière, donc qui quittent le site avant même d'avoir interagi. Et au final, vous avez un taux d'opt-in réel de l'ordre de 55% en moyenne. Donc ça dépend des secteurs, de plein de choses, mais ça veut dire que si vous n'avez pas de mesure exemptée ou hybride, vous passez à côté de 45% des visites, quoi, en moyenne, 46%. Et on se pose même la question de quel est l'intérêt de mesurer quand il vous manque une part si importante, quoi. Donc pour moi, l'enjeu, il est quand même hyper important. Je te laisse, Vincent, reprendre la main. Voilà, donc là on a parlé, donc c'est l'outil Stream Inspector. C'est un des derniers outils sortis, donc voilà, je voulais faire une parenthèse, mais je l'ai fait justement en répondant à la question. Donc là, on va partir sur la présentation de l'outil. Donc on va passer sur une vidéo pour vous montrer ce que vous pouvez retrouver. J'envoie la vidéo tout de suite. Voilà, donc c'est un peu flou au début, ça va être un peu moins flou tout à l'heure. Nicolas, je te laisse ajuster si besoin. Donc là, on est sur l'outil Explorer, qui est le tableau de bord général, où si vous êtes familier à GA, vous allez retrouver, vous n'allez pas forcément être trop perdu. Vous allez retrouver les visiteurs, les visites. Alors, utilisateur, session, dans GA, ça va être visiteur-visite. Et donc, vous allez pouvoir retrouver toutes vos métriques. Vous allez pouvoir jouer avec d'autres métriques, rajouter des taux de rebond, vraiment ajouter ce que vous voulez. Utiliser le graphique, aller chercher différents sites. Et là, vous voyez, on peut rajouter plusieurs sites et faire nativement ce qu'on appelle des roll-up properties dans GA. Ça, il faut savoir, dans GA4, il faut avoir GA4 360 si vous voulez si vous voulez faire des roll-up. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir sélectionner des sites et creuser, regarder les écarts entre vos sites. Donc là, c'est un compte de démo. Ça veut dire que, en gros, vous avez deux sites qui sont publiés au même niveau. C'est pour ça que vous allez retrouver les visiteurs avec un total où vous avez un total dédupliqué par rapport à un nombre de visiteurs sur chaque site, puisque vous avez les mêmes visiteurs, donc le même cookie sur les différents sites. Vous pouvez naviguer sur ajouter des pages vues, ajouter des métriques, faire des filtres sur les métriques, retirer les métriques. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser votre interface. Aller sélectionner les dates. Il faut savoir que Piano a un temps réel vraiment complet jusqu'aux 2 dernières minutes. Donc, vous n'avez pas des chiffres qui bougent comme sur GA, mais vous avez la donnée complète. Et c'est quand même un peu plus intéressant. Bien évidemment, vous pouvez choisir un mois complet, des trimestres complets. Allez choisir des comparaisons, qui va vous faire une comparaison date-à-date, par exemple un mardi par rapport à un autre mardi. Et là, vous voyez les comparaisons arriver sur le rapport, en pourcentage, en volume. Évidemment, tout ça, vous pouvez choisir de l'afficher, de ne pas l'afficher, et ainsi de suite. Là, dans le graphique, vous voyez, on peut mettre des commentaires. Là, le mode écho, c'est pas mal, ça permet d'accélérer un peu l'interface. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ce mode écho va vous échantillonner la donnée. Là, dans l'exercice, ce que je fais, c'est que je rajoute la métrique visiteur. Donc là, vous voyez, ça se fait en quelques clics. Quand on a l'habitude, ça va assez vite. Là, je crois que la vidéo est un peu accélérée, mais ça va assez vite. Donc là, on est à 10 355 visiteurs et on passe à 10 165 avec le mode écho. Donc ça, il faut juste faire attention à ça, c'est de bien désactiver le mode écho pour avoir la vraie donnée. Là, pour une question de performance, je l'ai laissé.
Ensuite, vous avez un moteur de segmentation où vous allez pouvoir segmenter, donc faire des sous-ensembles de visiteurs ou de visites, donc soit en inclusion, soit en exclusion. Piano a une notion d'utilisateur. Utilisateur, ça va être les personnes qui vont être connectées, dans lequel vous allez envoyer un identifiant de connexion, évidemment, avec le consentement. Et vous pouvez le faire, donc là, rajouter des propriétés, rajouter des métriques. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure des propriétés. Vous allez pouvoir vraiment rajouter tout type d'informations. Une fois que vous connaissez la méthode de collecte, vous allez vraiment pouvoir enrichir votre donnée et avoir une donnée très très précise. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des événements. Après, vous pouvez aller dans des modes avancés, faire ce qu'on appelle des segments séquentiels avec des 1, 2, 3 ou des blocs de segments avec telle partie et telle autre. Si on retourne, donc là, ici, l'idée, c'était, hop, je regarde, donc c'était de vraiment montrer les roll-ups. On peut avoir différentes représentations. Donc là, je suis parti sur les 30 derniers jours, sur 2 sites, et on a directement dans l'interface un moteur de prédiction. Bon, ça peut servir à faire du prévisionnel. Et vous avez aussi un moteur d'anomalie qui va vous dire, là, donc, ce que je vais faire, je vais mettre juste en pause la vidéo. Vous avez une aire bleue derrière la ligne. C'est ce qu'il a calculé comme étant un peu la prédiction normale. Et quand ça va sortir de cette aire, vous allez avoir une flèche vers le haut ou vers le bas. Quand vous allez cliquer sur cette flèche vers le haut ou vers le bas, vous allez avoir un moteur qui va calculer d'où peut venir l'anomalie. Ça ne le fait pas sur l'ensemble des propriétés, mais ça va le faire sur des propriétés principales, avec une métrique ou une autre. Et ça va vous mâcher le travail. Ça, je peux vous assurer que j'ai utilisé, ça marche vraiment bien. Vous allez voir une anomalie, vous allez cliquer dessus, et tout de suite, il va vous dire il va vous faire la première lame, en fait. Il va vous dire, est-ce que ça vient d'un appareil? Est-ce que ça vient d'un navigateur? Est-ce que ça vient d'un pays en particulier? Est-ce que ça vient d'un groupe de pages en particulier? Est-ce que ça vient d'une source en particulier? Est-ce que ça vient d'un OS en particulier? Alors, notamment, quand on a eu des restrictions navigateurs avec Safari, c'était super intéressant de voir ça parce que ça permettait de dire, OK, là, il y a quelque chose qui est bizarre. Et d'aller après dans le rapport où là, vous allez pouvoir commencer votre travail d'analyse. Ensuite, on passe au moteur d'alerting et on va parler des segments et des alertes. Il faut savoir que tout à l'heure, j'ai parlé des segments où vous pouvez faire des sous-ensembles. Nativement, vous avez aussi un moteur d'alerting. Le moteur d'alerting, il peut se faire sur un périmètre, donc un site ou plusieurs sites. Donc là, vous allez vraiment choisir de manière assez fine où est-ce que vous souhaitez appliquer la valeur. Vous allez sélectionner un segment ou du global et des métriques. Ça peut être n'importe quelle métrique que vous surveillez. Donc, par exemple, là, on va prendre les visiteurs ou le taux de rebond. Donc, vous allez pouvoir rechercher. Là, vous voyez, il y a 277 métriques disponibles. Donc, à vous de trouver la bonne. Ça peut aussi être sur du chiffre d'affaires, ça peut aussi être sur des transactions. Et bien sûr, tout l'intérêt passe dans le segment. Par exemple, une alerte pas mal, c'est une alerte sur une source de trafic. Et là, vous pouvez choisir soit avec le modèle Axon, donc c'est le modèle de détection d'anomalies que je vous ai présenté juste à l'instant, plutôt en seuil, quand ça dépasse une certaine valeur plutôt maximale ou minimale, et une comparaison. Il faut savoir que la comparaison, donc on va être en pourcentage, ça peut être en hausse ou en baisse, et vous avez deux modes de granularité. Vous avez l'heure ou vous avez la journée, sachant que c'est par rapport à la veille ou par rapport à la semaine précédente. Et dans l'heure, pareil, vous pouvez avoir un segment à l'heure, d'une heure à une autre, être alerté directement si vous avez un problème, ce qui est pas mal pour vos transactions, vos campagnes. Ça fait un bon niveau de monitoring pour les équipes marketing. Donc, une fois, là, vous voyez l'interface en gros, après, vous avez des rapports qui sont déjà préfaits. Dans les rapports préfaits, vous avez, là, par exemple, dans la géolocalisation, les pays, les continents. Vous pouvez sauvegarder certains rapports. Donc là, c'est un exercice qu'on va faire. On va améliorer le rapport, par exemple, en mettant le pays et la ville. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une deuxième colonne. Je peux créer vraiment beaucoup de colonnes, pas seulement deux. Je vais sauvegarder la vue. Donc,
Je lui mets normalement un bon nom, une bonne description. Je peux choisir est-ce que c'est que pour moi ou est-ce que c'est pour les autres. Et là, je vais pouvoir retrouver mes vues sans avoir besoin de refaire tout ce travail d'ajout de colonnes et ainsi de suite. Je regarde juste si je ne vous ai pas perdu. Ça a l'air d'aller. Je prendrai les questions à la fin de cette partie de la démo. Ah mince, on a perdu Vincent là. Ah, je suis là. Donc, parfait. Alors, j'étais parti. J'espère qu'il n'y avait pas un trop gros décalage. Normalement, non. Je suis parti sur la ville, tout ça. Très bien. Donc, ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau des graphiques. Vous pouvez avoir plusieurs modes de graphiques, quasiment sur tous vos rapports. Là, par exemple, un trimap, si vous souhaitez exporter votre rapport sous d'autres formats. Ensuite, vous avez une partie utilisateur. Donc, comme je le disais, utilisateur, on va avoir des personnes qui vont se connecter dans lequel vous allez passer un ID. Donc ça, c'est dans la collecte. Si vous avez un ID propriétaire, hop, je suis encore là. Oui, tout à fait, Vincent. Vas-y. Bon, désolé, on va attendre le retour de Vincent. Je reviens. Tu m'entends, Nicolas? Ouais, ça marche bien en fait. Hein. Enfin, Ah oui, ok, d'accord. Ok, j'espère que vous ne m'avez pas entendu jurer. Désolé. Donc, sur l'identifiant utilisateur, vous allez pouvoir passer des identifiants utilisateurs, vous allez pouvoir passer des catégories d'utilisateurs, avec, par exemple, différents niveaux. Là, dans ce cas précis, vous avez les utilisateurs bronze, silver, gold. Et donc, vraiment, regardez ce que font vos utilisateurs qui vont être connectés. Ça peut être des analyses qui peuvent être très puissantes, notamment pour faire de l'upsell. Vous avez aussi un moteur de cohorte avec soit la fidélité, soit les visites quotidiennes, soit un nombre de jours de visite. J'ai essayé dans cette vidéo de ne pas faire trop de coupures. Vous allez avoir des rapports qui vont être plus ou moins rapides à l'affichage. Le rapport de cohorte, bon, il est un peu plus long parce qu'il va faire des calculs en temps réel, mais là, vous pouvez avoir la fidélité de vos visiteurs. Le moteur de privacy, on en a parlé tout à l'heure. Alors, évidemment, si vous avez la mesure hybride, il faut aussi avoir un lien d'opt-out qui permettra à votre visiteur de complètement se déconnecter. Vous pouvez choisir, ça se fait dans le connecteur, est-ce que vous continuez à envoyer des hits dans le opt-out et vous pouvez envoyer juste un hit de compteur. Genre, un visiteur est venu, il a fait juste un événement, mais les hits ne sont pas enrichis. C'est vous qui choisissez. Ensuite, vous avez un mode opt-in et un mode exempt. Et là, vous allez pouvoir vraiment configurer votre mode. Vous avez un mode d'emploi, mais pour toutes vos données propriétaires, c'est au responsable de traitement et au DPO de choisir ce que vous pouvez envoyer en exemption de consentement ou en opt-in. Donc là, vous allez retrouver plutôt dans le moteur les événements, donc toutes les interactions avec différents types de modes de consentement. Ce que je montrais dans les slides, en fait, c'est que si vous le voulez aux visiteurs, il faudra juste faire attention si vous avez une page vue qui part avant votre CMP, ça peut arriver, puisque vous aurez pour un seul et même visiteur, vous pouvez avoir des événements qui peuvent être exempt et des événements qui peuvent être opt-in. Donc là, il y a le diagramme de Venn qui est pas mal, qui vous permet de voir les visiteurs qui ont eu les deux en même temps. Après, on passe aux sources. Les sources, on va avoir des catégories de sources. Donc, ceux qui viennent de GA, vous aviez medium source. Là, on va avoir source détail. Source détail correspond à la campagne pour les campagnes marketing. Il y a deux niveaux. Les campagnes naturelles, c'est quand il n'y a pas de paramètres de campagne. Et les campagnes marketing, c'est quand il y a des paramètres de campagne. Des UTM, des AT. Et vous pouvez, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Piano, c'est compatible avec les UTM. Avec le nouveau SDK, vous pouvez continuer avec vos anciennes campagnes UTM. Là, l'exercice que je fais, c'est je fais un tableau qui va être enrichi en mettant source de détail et page d'entrée. Je vais aller enrichir aussi au bon scope, c'est-à-dire qu'un visiteur peut avoir plusieurs sources d'entrée. Donc, ce que je vais faire, je vais le retirer. Je vais retirer les événements, histoire d'avoir les visites par page d'entrée, par source et par source détail. Même exercice, j'enregistre ma vue. Donc là,
attention, vous êtes limité à 24 caractères, vous sauvegardez votre vue, vous voyez si vous voulez la partager avec d'autres, et comme ça, vous pouvez la retrouver. Donc là, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que sur le tableau, vous pouvez aussi cliquer sur des boutons et créer des segments par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Donc vous êtes dans l'analyse, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez carrément envoyer un segment sans passer par le moteur de segmentation ou créer une alerte directement. Il y a aussi une option pour extraire les utilisateurs, où là, si vous avez une politique CRM assez puissante, vous pouvez extraire tous vos ID utilisateurs qui ont consenti, bien évidemment, pour aller enrichir toutes vos données CRM. Vous avez le téléchargement du tableau en CSV, vous pouvez aussi le copier dans le presse-papier, histoire de faire un copier-coller dans Excel, le mettre dans le PDF, l'ajouter au tableau de bord. Ce n'est pas quelque chose qu'on verra tout de suite, parce que c'est assez long, mais Piano a un outil de tableau de bord qui est un peu moins puissant que Looker Studio, faut se l'avouer, parce qu'il n'y a pas de filtre de contrôle. Ils sont en train de penser à autre chose, donc ça, on vous garde la surprise pour la fin. Donc, ensuite, là, c'était pour un peu aller dans le détail. Les sources naturelles, vous avez des rapports qui sont préfaits. J'ai donné une astuce à mes confrères des médias. Si vous mettez moteur de recherche, moteur catégorie, ça je suis assez surpris parce que des fois ce n'est pas connu, c'est là où vous allez pouvoir découper votre moteur de recherche. Et par exemple ici, vous pouvez avoir nativement un suivi de Google Discover. Il va prendre un référent spécifique à Google Discover sur Android seulement, et vous pouvez retrouver Google Discover nativement ici. Les sources marketing, comme je disais, c'est ceux qui vont avoir des paramètres de campagne, donc des UTM, des AT. Vous pouvez même mettre des MTM, si vous venez de Matomo. J'ai fait l'exercice cette semaine, ça marche très bien. Et pareil, vous aurez votre source, votre détail. Ça demande quand même un tout petit travail de collecte en plus pour faire un mapper entre vos UTM, les UTM très spécifiques à GA et ceux spécifiques à AT. Mais quand on connaît, ça va assez vite. Ensuite, là, vous pouvez retrouver dans le contenu toutes vos interactions, donc tous les événements que vous regardez, les pages, là, assez classiques, page d'entrée, page de sortie, à vous de voir, vous pouvez mesurer avec les sources, rajouter les taux de rebond, rajouter un nombre de pages vues, rajouter un nombre d'événements. Les pages de premier niveau, c'est des catégories de pages, donc ce qu'ils appellent le chapter 1 anciennement. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas envie d'utiliser les premiers niveaux, vous pouvez utiliser en catégorie de page n'importe quelle propriété. Ce ne sera juste pas dans le rapport par défaut. Au niveau des clics, c'est exactement pareil. Là, ça va écouter tout ce qui va, tous les événements qui vont connaître par clic point quelque chose, et vous allez pouvoir mesurer les clics. Mais encore une fois, là, c'est dans un travail d'analyse, le mieux c'est d'aller dans Data Query. Il y a aussi un moteur de suivi de publicité, publicité interne. Donc, vous avez deux types de publicité, publisher, autopromo. En réalité, dans la collecte, ça marche c'est assez similaire, et vous allez pouvoir regarder vos bandeaux d'autopromo ou vos campagnes internes, avec des notions de création, d'annonceurs, variantes. Vous pouvez aller très loin. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que nativement, dans les sources, il n'y a pas le suivi d'AdWords, le suivi de Google Ads. Ça, on aurait pu le rajouter dans le tableau. Aujourd'hui, les seuls qui font du suivi de Google Ads, à ma connaissance, c'est GA, avec GA4, qui va décrypter le GClead, et Piwik Pro, qui va demander à ajouter un paramètre. Je sais que Piano Analytics sont en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler sur deux parties, le suivi des campagnes avec des campagnes d'achat de mots-clés et le suivi des publicités on-site. Mais là, pour l'instant, on n'en est qu'à l'étape de projet. Mais je sais que c'est une de leurs ambitions de mesurer notamment tout ce qui va être Google Ads, anciennement DFP. Mais sinon, vous pouvez le faire directement dans votre collecte, modulo tous les chargements de pubs que certains des médias connaissent, avec des fois des pubs qui ne s'affichent pas. Vous avez aussi un suivi des moteurs internes, avec le nombre de personnes qui ont fait une recherche, les mots-clés. Évidemment, vous pouvez encore une fois segmenter les utilisateurs dessus, faire des filtres. Voilà. Donc, au bout d'un moment, là, je pense que vous commencez à comprendre que vous pouvez tout mesurer, tout segmenter. Vous avez aussi un suivi des A/B tests. Il faut savoir qu'il y a un connecteur natif dans A/B Testy qui fonctionne, qui va vous permettre de suivre vos différentes vagues, vos différentes variantes de tests.
et avoir un tableau pour comparer vos chiffres piano, des chiffres AB-Testi, par exemple. Ça marche aussi avec Cameleon, j'ai juste jamais testé. Ensuite, vous avez les propriétés personnalisées. Et là, moi, je trouve que le module Explorer ou Explorer est assez léger. Et là, on va vraiment entrer dans de l'analyse, puisque c'est la donnée que vous avez enrichie. Donc là, on en parlera plutôt dans Data Query. Technologie appareil, là, vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, les navigateurs, les OS, les appareils. Il faut juste savoir quelque chose, c'est pas du tout de la faute de piano, mais vous allez retrouver ça partout. Quand vous allez regarder Apple ne donne pas jamais la version de l'appareil. On n'a pas moyen d'avoir est-ce que c'est un iPhone 10, un iPhone 14, un iPhone 18. Vous aurez juste iPhone, iPad. Ça, c'est totalement normal. Ne cherchez pas à crier sur votre responsable tracking préféré. C'est pas de sa faute. C'est vraiment une restriction navigateur. Ensuite, vous avez tout un modèle d'application. Alors là, dans le compte de démo, on n'a pas forcément beaucoup d'infos, mais ça, c'est pas mal si vous voulez suivre vos applications avec les différentes versions et l'adoption des mises à jour. Donc, vous aurez d'autres choses dans l'App Analytics avec du trafic, des cycles de vie, si ça vous intéresse. Il y a toute une partie sur les transactions e-commerce aussi. Donc, le suivi du e-commerce est assez puissant puisque vous avez vraiment toutes les étapes. Vous pouvez aussi rajouter des ID sur vos paniers et évidemment des ID sur votre transaction. Donc, vous pouvez retrouver vos transactions, les modes de livraison, les paiements. Donc, on a vraiment des rapports tout préfaits qui sont assez pratiques avec directement sur une seule et même vue le mode de paiement, l'ID de la transaction, l'heure de la transaction. Évidemment, là, ça demande un consentement assez fort. Donc, sans consentement, vous ne pouvez pas forcément avoir les ID de transaction, sauf si vous essayez de pseudonymiser un ID de transaction. Encore une fois, ça, c'est à voir avec votre responsable de traitement s'il accepte ou non. Vous avez un panier, enfin un tunnel de processus d'achat où vous pouvez extraire les utilisateurs ou les utilisateurs abandonnistes si vous voulez les relancer. Et pareil, hein, vous avez vos ID. Donc évidemment, ça demande à ce que les utilisateurs soient connectés et aient donné leur consentement. Et ensuite, au niveau des paniers, comme je disais, vous pouvez rajouter un ID sur les paniers et regarder, faire exactement le même exercice avec les paniers à fort potentiel qui n'ont pas été finalisés, exporter les utilisateurs et essayer de jouer avec ça dans votre outil CRM. Là, par exemple, on a un ID de panier qui a un panier en cours avec 5 items. Donc, et on voit qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs qui sont comme ça. Vous pouvez aussi avoir une approche produit sur ce que vous vendez, avec les produits les plus vus. Donc là, on est plutôt sur de l'impression produit, de l'ajout au panier, un nombre d'achats, un ratio ajout au panier fiche produit. Donc pareil, on peut filtrer. Après, vous avez un moteur de navigation. Si certains connaissent Content Square, ça va vous parler, parce que là, je vais laisser un peu la surprise, mais vous avez une vue Sunburst. Je la trouve pas très pratique, pour tout vous avouer. Quand vous commencez à avoir énormément de variables, bah, ça devient vite le chaos, en fait. Donc, c'est assez complexe. Par contre, le module d'exploration est un peu plus sympa à regarder, puisque vous allez pouvoir regarder les parcours d'une page à une autre. Vous pouvez le faire après une page ou avant une page. Donc, soit en partant d'une page d'entrée, soit en partant d'une page n'importe où, dans la navigation. Et vous allez pouvoir suivre le chemin de l'utilisateur sur votre site. Donc, si vous voyez les deux points, en fait, c'est les chapitres. C'est les notions de chapitres et de groupes de pages. Là, c'est la home page du blog, le subscribe du corporate, et ainsi de suite. Et là, vous allez pouvoir voir les navigations les plus courantes sur votre site. Ça, c'est pas mal parce que dans SQL, c'est un peu pénible à faire. Vous allez pouvoir enregistrer votre séquence et la retrouver dans un moteur de séquence si vous voulez la comparer. Il y a aussi un modèle d'attribution. Alors là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Il faut savoir qu'il a mis un tout petit peu de temps à charger. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire un peu comme sur GA, choisir votre type d'interaction et choisir plusieurs modèles d'attribution. Il faut savoir que dans Piano, vous êtes à la dernière interaction, contrairement à dans GA où vous pouvez avoir une dernière interaction non directe. Ça peut créer des soucis d'attribution si vous passez d'un outil à un autre. Ça, c'est vraiment quelque chose à connaître quand vous comparez deux objectifs, c'est quel est le modèle d'attribution par défaut de l'outil. Parce que souvent, ça explique la plupart des écarts des données.
Et là, vous allez pouvoir comparer des modèles d'attribution pour justement justifier ces écarts. Donc, il y a plusieurs modèles avec la première interaction, la dernière interaction, le linéaire. Ils ont aussi un modèle qui s'appelle la valeur de Shapley qui est un peu complexe. Ils ont fait une vidéo dessus qui se trouve sur YouTube. C'est un linéaire plus, on va dire. Donc, et vous pouvez aussi choisir la fenêtre d'attribution, bien sûr, pour vous mettre sur la même fenêtre d'attribution que vos outils préférés, type Facebook, AdRange. Là, je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Il y a aussi tout un suivi des formats audio-vidéo qui va très très loin, notamment pour les podcasts, pour les broadcasters, pour tous ceux qui font du replay. Vous pouvez voir énormément de choses. J'avais vu une personne, un événement piano de la ZDF qui montrait ça, qui montrait comment ils suivaient leur portail vidéo, et c'était assez puissant. Voilà. Ensuite, il y a 2 autres modules là dans le menu Composer VX, on ne va pas forcément en parler. Ça fait partie de la suite piano. VX, c'est plutôt pour du e-commerce, et Composer, ça va être pour afficher, personnaliser l'interface. Donc là, on arrive à la fin du module Explorer. C'était un peu long, mais c'était pour vous montrer qu'au final, vous pouvez avoir énormément de modules prêts à l'emploi. Ensuite, dans votre librairie, vous allez pouvoir retrouver tous vos tableaux de bord, vos segments et ainsi de suite. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir Data Query, où là, je vais partager mon écran. Et là, on va plutôt être sur de la partie analyse, où on va pouvoir creuser la donnée. Je fais une pause. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on va profiter pour prendre quelques questions. La première, est-ce que vous pourriez préciser comment activer les données exemptées à des fins marketing, entre parenthèses, médias, CRM, etc. Là-dessus, je peux répondre Vincent si tu veux. Vincent a un peu répondu déjà. En gros, c'est vous qui décidez de ce que vous collectez en mode exempté. Donc, typiquement, en général, on va collecter plutôt des visites associées à des sources, etc. Normalement, vous n'êtes pas tellement censé remonter, par exemple, des ID CRM, quoi. Ça me semble antinomique avec le fait d'être justement de l'exemption. Donc, c'est tout l'intérêt de la mesure hybride. C'est-à-dire que pour les utilisateurs qui ont refusé les cookies, justement, dédiés, vous n'allez pas remonter les ID. Et puis, pour ceux qui l'ont fait, vous allez enrichir plus la donnée, quoi. Mais ça, selon moi, sauf si votre DPO est très, très sympa avec vous, mais vous ne pouvez pas passer outre ce point-là. Enfin, Vincent, sauf si tu veux commenter en plus, mais... Oui, après, en fait, là, si vous passez dans le modèle, je sais que juridiquement, vous pouvez essayer de justifier ça si vous n'êtes pas dans... Soit vous avez le consentement, soit c'est écrit dans le contrat. Et si c'est contractuel dans les petites lignes et que votre DPO accepte de défendre ça, là, éventuellement, il y a ce moyen qui existe. Faut savoir que généralement, si vous demandez à Piano, ils vont plutôt être côté privacy en vous recommandant de ne pas le faire et de rester sur de l'exempté et de plutôt travailler sur votre taux de consentement, avec des techniques d'optimisation et d'essayer d'améliorer, de faire donner confiance aux gens sur cette donnée. Donc ça, c'est pour les ID. Après, si vous avez des données pseudonymisées, vous pouvez peut-être un peu plus les activer. Mais c'est vrai que là-dessus, il faut respecter nous, on conseille de respecter le consentement de la personne. On a une autre question, j'ai un peu de mal à comprendre les niveaux dans Piano. Alors, je pense que c'est site de niveau 1, de niveau 2, Chapter 1 que tu as montré. Personnellement, en tant qu'utilisateur d'avant aussi, ça me frustrait énormément, je ne comprenais rien. Moi, je trouve que c'est plus simple dans la version actuelle. En fait, vous avez juste des notions des catégories de pages ou des catégories de sites, mais je te laisse peut-être compléter, Vincent. Alors, en fait, la notion de niveau dans Piano, en tant que... Dans mon ancienne expérience, pour moi, elle était obsolète. Vous avez 2 niveaux qui sont intéressants. Vous avez le niveau 1, donc c'est ce qu'on appelle le site. Ça va être l'ID du site dans lequel vous allez envoyer la donnée. C'est ce que vous allez sélectionner là-haut et vous allez pouvoir faire des roll-ups. Ensuite, vous avez le niveau 2 qui est un sous-ensemble. Ça, c'est pas mal, notamment si vous avez des sous-domaines très spécifiques. Si vous voulez avoir des rapports au niveau du sous-domaine. Et après, vous avez les chapitres. Les chapitres, ça va être les catégories de pages. Les catégories de pages, au final, vous pouvez le faire avec n'importe quelle propriété. Soit vous utilisez la propriété native Chapter 1, Chapter 2. Donc ça, c'est dans la collecte, où vous allez dire c'est telle catégorie de page. Par exemple, on va voir dans Data Query, ce sera peut-être plus simple. On a le blog, on a le site corporate et ainsi de suite. Soit vous mettez, je sais que si vous regardez la collecte de West France, vous avez une variable qui s'appelle template qui envoyait cette notion de catégorie. Donc vous pouvez auto-créer votre catégorie
et jouer après avec les dimensions secondaires. Mais par contre, les niveau 1, niveau 2, c'est quand même à connaître, puisque c'est là où vous allez jouer avec un gros ensemble, un sous-ensemble. Avec les propriétés, c'est plus si important que ça, en fait, en vrai. Sauf pour la partie exploration, où là, il faut quelque chose de bien rangé, on va dire. Autre question, est-ce que tu peux revenir sur la distinction de Google Discover dans les sources Google? C'est que Ouais. tu as montré, mais je pense qu'il n'y en avait pas sur le Ouais, site. ouais. Alors, sur le compte de démo, il n'y en a pas. Je ne peux pas forcément vous montrer un compte où il y a, pour des questions de confidentialité, mais il faut savoir que Piano va découper les référeurs Google et il va les catégoriser automatiquement. Donc, il va mettre Search quand ça vient du moteur de recherche, il peut mettre Image, il peut mettre Google News, et quand il a un référeur, alors de mémoire, c'est Android-app // Chrome Content Suggestion, quelque chose comme ça. Vous cherchez référent Discover dans Google et vous le trouverez. Là, il va l'auto-catégoriser dans une catégorie qui s'appelle Chrome Content Suggestion. Et ça veut dire Google Discover. Enfin, c'est Google Suggest et Google Discover. Et c'est très pratique si vous avez un média ou si vous apparaissez dans Google Discover. La nuance, c'est que c'est uniquement Android et des fois, ce référeur ne passe pas très bien. Et donc, vous allez avoir, si vous comparez avec les données Search Console, vous aurez certains me remonter 50%, des fois, moi, j'avais 70%, donc vous n'aurez pas 100% de la donnée, mais par contre, vous allez pouvoir faire vos analyses parce que la donnée, elle va être assez précise. Et généralement, c'est une donnée qu'on peut, en plus, les sources avec les détails et la page d'entrée, c'est des données que vous pouvez envoyer en exempté. Donc là, vous allez pouvoir faire vos analyses. Ok, s'il y a d'autres questions, allez-y, parce qu'après, Vincent, il va repartir là. On va peut-être dépasser un peu le temps. Ouais. Sur l'attribution, ça ne dépend pas du mode de consentement. Voilà. Petite réponse en 5 minutes. Là, je vais passer rapidement à Data Query. Donc, je vais juste vous montrer. L'idée, c'est que Data Query, on peut aller vraiment très loin avec, donc ce n'est pas pour faire une grosse analyse. Donc, vous avez un outil où là, vous allez vraiment pouvoir faire votre analyse complète. Il faut savoir que là, avant de partir dans la Data Query, l'idéal, c'est de connaître votre data model. Le data model dans Piano, c'est quelque chose de très important. C'est à lire conjointement avec votre plan de marquage, où vous allez avoir toutes vos propriétés, toutes les facettes que vous allez pouvoir regarder. Toutes ne vous seront pas utiles. Vous voyez, il y en a 414. Évidemment, vous n'allez pas tout utiliser. Vous avez des propriétés faites par AT Internet. Vous avez vos propriétés personnalisées. Donc, c'est là où vous ne retrouvez pas le logo. Les propriétés AT Internet, vous avez un petit logo. Vous pouvez les valider, les désactiver, les mettre en visible, les mettre en masqué. Et dedans, donc là, c'est un compte de démo, je ne peux pas y accéder, mais vous pouvez aussi supprimer la collecte à ce niveau-là en mettant un flag vie privée sur certaines données. Donc, vous pouvez aussi retrouver vos événements ici. Donc, il faut déclarer les événements. Ça n'a pas changé. Il faut déclarer les événements avant de pouvoir les analyser. Et là, pareil, vous avez des événements natifs et vous avez des événements complètement en propriété. Et là, vous êtes libre au cours à votre imagination. Si on tourne dans Data Query, pour vous montrer très rapidement, j'ai des lignes, j'ai des colonnes, j'ai des propriétés et j'ai des métriques, donc ou dimensions métriques pour ceux qui parlent un peu plus le GA. Là, je peux choisir soit de les glisser, soit de les taper ici, soit de double-cliquer dessus. Et là, vous voyez, je construis un tableau de bord à la souris. Donc, je commence à mettre des dimensions. Je suis toujours en mode écho. Là, je suis sur une seule journée. Je vais pouvoir filtrer ces dimensions. Il n'y a pas d'expression régulière, mais il y a des commence par, contient, ne contient pas, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je peux mettre artiste. Voilà, je vais valider. Donc là, c'est ce que je vous disais, je fais un peu du SQL à la souris, même si pour l'instant, c'est pas très révolutionnaire. Ici, je vais pouvoir lui ajouter... alors, vous pouvez taper les clés que vous envoyez, cette fâcheuse manie, vous pouvez taper le nom. Ici, là, la page de premier niveau, et vous allez vraiment pouvoir ajouter énormément de lignes. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, alors ça a tendance à déconner. Vous pouvez faire une répartition,
ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon filtre. Et là, vous allez retrouver un espèce de tableau croisé dynamique. Ce qui est plutôt pas mal, puisque là, vous avez votre catégorie, vous avez l'ensemble de la catégorie et vous avez le détail. Donc, on est vraiment sur un mode de tableau croisé dynamique. Le seul inconvénient, c'est que vous êtes limité à 5 lignes par page. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Évidemment, vous pouvez aller choisir n'importe quelle propriété que vous souhaitez. Donc là, je peux mettre source détail, visite. Et en fait, vous voyez les rapports qu'on a vus tout à l'heure, vous pouvez recréer tous ces rapports ici. Ces rapports, à partir de là, vous pouvez faire des tris, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez les exporter en tableau de bord. Et ce qui est pas mal, c'est aussi, vous avez directement des URL API, en GET ou en POST, pour avoir directement l'API ici. Je vais aller très vite, parce que j'aimerais vous montrer encore deux choses. Il faut savoir que vous pouvez ajouter des segments, et sur vos métriques, vous pouvez appliquer des segments. Voilà, par exemple, ça c'est un segment que j'ai créé. Est-ce que le visiteur a eu un adblocker? Ça va vous créer une métrique segmentée que vous allez pouvoir comparer à votre métrique globale. Et là, vous allez vraiment pouvoir avancer sur tout ce qui est métrique personnalisée. Cette métrique, si elle m'intéresse, je peux l'enregistrer. Donc là, ça va me créer une nouvelle clé de métrique. Et alors, là, par exemple, ici, j'ai créé une métrique. Je vais la lancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les métriques que vous créez, vous pouvez aller les chercher dans l'API. Et ça, c'est très puissant si vous faites, si vous faites de l'export de données avancé. Les métriques, vous allez pouvoir aussi appliquer des calculs dessus. C'est des calculs assez simples, des additions, des divisions, et ainsi de suite. Si vous voulez plutôt des taux ou d'autres outils du genre. Vous pouvez changer, avoir un tableau, des lignes, des bar charts, voilà. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre rapport. Très rapidement, là, on est en mode rapport classique. On peut aussi avoir un rapport tunnel. Donc là, il me dit, souhaitez-vous partir? Et là, on va plutôt être dans une suite d'interactions. Donc là, par exemple, je vais choisir une personne qui a vu une page. Je peux lui appliquer une propriété particulière. Ensuite, cette personne a vu un événement de test. Là, justement, MVT, donc pour multivariable testing, je vais pouvoir lui dire la variante rouge. Je vais pouvoir lancer. Et là, je vais pouvoir avoir directement toutes les personnes qui ont vu une page, puis celles qui ont vu un test. Et je peux aller jusqu'à 5 étapes. Voilà. Allez, on va mettre les deux. On peut en mettre plusieurs. Je vais relancer. Et là, donc vous voyez, j'ai directement mon parcours. Ici, je peux cliquer dessus. Alors, ce n'est pas encore disponible en visite sortante, mais vous pouvez faire un segment sur ces visites-là, et ça va vous pré-remplir un segment séquentiel. Il y a eu un webinaire sur les tunnels de Piano Analytics que je vous invite à aller regarder si vous voulez en savoir plus. Il faut savoir qu'il y a aussi une notion de breakdown, où vous pouvez choisir une propriété sur laquelle vous allez faire un breakdown, par exemple un type d'appareil. Cette option est payante. Là, je l'ai dans le compte de démo, mais dans la plupart des comptes, il va falloir parler à votre responsable Customer Success Manager pour activer cette fonctionnalité et elle sera payante. C'est tout pour moi. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aimerais bien vous montrer un dernier truc. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question. Il y avait une question au niveau collecte, comment ça se passe, mais je ne sais pas si la question était vraiment très spécifique. Mais bon, moi, j'ai répondu que c'était un peu comme les autres outils. Enfin, c'est-à-dire que tu charges le script et après, tu envoies des events qui vont être des pages vues, etc., que tu complètes avec des custom themes si besoin. C'est très, très, très similaire à, je trouve, tous les autres outils. Mais c'est peut-être que tu veux compléter. Tout simplement en disant, allez voir la doc. Il y a une doc qui est très bien faite au niveau de la collecte. Passez un peu de temps sur les notions de privacy si vous utilisez mode hybride parce que c'est vraiment le côté où on peut se faire avoir. Mais sinon, allez regarder, vous tapez SDK Piano Analytics développeur et puis vous allez avoir directement. Je peux même vous copier l'URL directement dans le chat. Voilà. J'aimerais vous montrer une dernière chose. J'avance, hein, désolé Nicolas, je squeeze les questions. Bien sûr, vas-y. J'aimerais vous montrer ce qui arrive dans Piano Analytics. Il y a l'équipe produit de Piano qui nous a autorisé à en parler et je les remercie vraiment
puisque c'est la notion de workspace. Alors, la notion de workspace, en gros, vous allez pouvoir utiliser tous vos rapports data query et créer un tableau de bord. Enfin, quand je disais que les tableaux de bord n'étaient pas à la hauteur de Looker Studio, ça va peut-être changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer tous vos rapports et les ajouter dans une page qu'on va appeler un board. Donc, chaque rapport va s'appeler une tuile. Vous allez rajouter des tuiles à un board et vous allez pouvoir vraiment optimiser à la souris. Là, vous voyez, il y a du glisser-déposer. C'est très pratique. Je l'ai utilisé. C'est vraiment très intuitif. Et là, vous allez pouvoir interagir sur la donnée. C'est-à-dire que si votre premier rapport, vous avez par exemple navigateur ou device pour les visiteurs, vous allez pouvoir partager ce rapport. Alors, ce que je n'ai pas dit dans Data Query, vous pouvez les enregistrer et les partager. Mais là aussi, vous allez pouvoir partager ce board, le partager avec tout le monde, et les personnes vont pouvoir jouer avec, c'est-à-dire changer les métriques, changer le design. Pour l'instant, il n'y a pas les segmentations, on sait qu'ils travaillent dessus, donc demain, il y aura aussi quelques segmentations qui permettront d'aller plus loin, de faire des fils de contrôle. Mais là, vous voyez, si je veux pas une barre, mais je préfère des barres horizontales, je vais pouvoir le changer. Donc là, je suis en mode édition, mais l'utilisateur, vous allez pouvoir lui dire s'il peut le faire ou non. Et vous pouvez aussi agrandir le modèle pour aller dans un rapport un peu comme ce que je vous ai montré sur Explorer, et vous allez pouvoir ajouter directement des propriétés ou des métriques. Voilà, donc je laisse un peu la vidéo dérouler, mais là, elle est quasiment finie. Vous voyez, c'est assez intuitif, vous pouvez l'ouvrir en plein écran, tout ça. Et ça, ça arrive bientôt. Alors, allez pas embêter Piano, j'ai promis de le dire. Allez pas demander quand est-ce que ça arrive, tout ça. Ça arrive bientôt. Là, ils sont en train de peaufiner. Et vous avez une petite cloche en haut qui vous dit toutes les nouveautés. Et vous pouvez compter sur l'équipe produit. Ils mettent vraiment à jour leur outil assez fréquemment. Il y a une grosse release, on va dire, tous les trimestres. Et j'ajoute simplement pour l'exploitation de la donnée qu'il y a aussi un connecteur Looker Studio, pour ceux qui préfèrent Looker Studio, ou qui ont besoin de faire des dashboards avec d'autres sources, etc. Et qui a aussi la possibilité de travailler avec la donnée brute, soit par des synchronisations, soit dans Snowflake, soit même dans BigQuery ou Redshift ou autre. Et ça, pour le coup, pour les gens qui veulent faire de la data un peu avancée, c'est vraiment une option qui est chouette. Oui, je mets juste un petit bémol sur le connecteur Looker Studio. Il est limité aujourd'hui, il est limité dans un nombre de lignes d'export. Donc pour les gros sites, vous pouvez avoir des dépendances. Donc faites vraiment des tests avec un data query d'un côté et Looker Studio de l'autre pour vraiment comparer votre donnée. Si vous êtes limité par justement ces 10 000 lignes, là, il va plutôt falloir passer sur de l'export BigQuery ou de l'export Snowflake pour ou utiliser l'API pour améliorer vos rapports Looker Studio. On arrive à la fin. Allez, dernière question quand même pour ce fameux clic de niveau 1. Vincent, c'est quoi le clic de niveau 1 ? Le clic de niveau 1. Alors là, typiquement, c'est là où vous pouvez mettre une propriété personnalisée. C'est vrai que dans le marquage, il va vous mettre des pages de niveau 1, des clics de niveau 1. Donc soit vous mettez Page Chapter 1 ou Click Chapter 1. Vous ne savez pas quoi utiliser, vous utilisez une autre propriété qui va aller sur les deux événements. Vous pouvez avoir dans la collecte un événement qui s'appelle, une fonction qui s'appelle setProp, qui va permettre d'envoyer des événements sur tous les événements. Vous l'envoyez très très haut dans la page et ça va envoyer les mêmes propriétés sur tous les événements. Et là, vous allez pouvoir choisir une propriété que vous connaissez, avec le vocabulaire que vous connaissez, et pas être embêté avec le Click Chapter 1 et le Page Chapter 1 qui apporte de la confusion. Je suis bien d'accord avec vous. On parle plutôt c'est des clics à niveau, des clics internes, Vincent. Là, c'est pour des clics internes. Ça peut aussi être pour des clics externes. Ça peut être pour tout suivi de clics, en fait. Ok. En gros, c'est une propriété comme une autre, donc on peut la mettre où on veut. Une fois qu'on maîtrise un peu le SDK, on s'aperçoit que vous choisissez ce que vous allez mettre dans votre donnée et vous allez jouer après dans vos rapports pour afficher ce que vous avez dans votre plan de tracking et votre data model. Ok. Bon, nous, on arrive au bout, là, sauf s'il y a encore des dernières questions. Il y a juste le mot de la fin, peut-être, Vincent.
Oui, je vois qu'il y a des questions qui ont été répondues. Alors, vous êtes tous en participant anonyme. Donc déjà, merci. Je vois vos commentaires, vos réactions. C'était un peu rapide. C'était mon premier webinaire avec un Nest. Donc j'étais un peu stressé et je voulais que ce soit parfait. En plus, j'ai eu des soucis de connexion. Désolé pour ça. Le mot de la fin, c'est regardez les outils. Vous pouvez contacter Pianolytic, vous pouvez contacter Nest aussi si vous voulez en savoir plus, aller creuser deux, trois choses. Si vous utilisez déjà Piano et que vous souhaitez échanger, n'hésitez pas. Il y a aussi le Slack Data for Marketing qui existe. Je fais un peu de pub pour si c'est une communauté de personnes qui font de l'analytics pour le marketing. Et voilà, au plaisir d'échanger plus tard. Merci à tous et je vous mets le lien pour joindre le channel Data for Marketing sur Slack. Magnifique. Dans les commentaires. Et normalement, vous recevrez un mail quand le replay sera disponible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Merci à tous et bonne Merci. journée. Au revoir.